commencer avec pas comprendre pour expliquer qu'est-ce que c'est la perspective à un point de fuite pour expliquer quelques principes. Et après, on aurait vers la perspective à deux points de fuite qui va être ce qu'on va utiliser pour le semestre. Donc, on a ici un point de fuite. OK? Si on imagine qu'on est sur une route, non, sur la route, on va avoir la ligne de l'horizon. Non? Ici, on peut avoir les nuages, les arbres, etc. Mais si on est début sur une route exactement au centre, on va avoir les bords de la route comme ça. Non? Peut-être si on est exactement au centre, va être un peu plus comme ça. Nous imaginons qu'on est ici au centre et on voit que les deux lignes bord de la route vont se connecter jusqu'à qu'ils disparaissent. Ça, c'est le point de fuite. Donc, si on a par exemple un petit arbre ici et on a une série d'arbres qui se répètent dans la distance, l'arbre se va faire de plus en plus petite conforme que la distance avance. OK? Donc, dans ce type de perspective, on peut imaginer qu'on regarde à une boîte, par exemple, qui est ici au moitié de la route. Et si on veut faire en profondeur la boîte, il faut qu'on va au point de fuite, on prend les coins de la boîte et donc on peut sketcher les profondeurs de notre boîte. Il va descendre et on a, comme si la boîte était transparente, on a une boîte ici, donc, sur la route. On pourrait avoir la même boîte, mais on la bouge par là. Regarde toujours de bouger votre papier quand, si vous avez besoin, si vous êtes en train de le faire à m'enlever. OK? Et donc, la pratique de point à point, on peut dire de point de fuite au coin, de point de fuite au coin, de point de fuite au coin, de point de fuite au coin. Et je peux décider où cette boîte va terminer. Et finalement, j'ai une boîte. Si c'est la boîte, c'est sur le sol, je peux accentuer la ligne qui va être nombre de contacts. Et on a une boîte ici. OK? Quand même, je pourrais avoir une boîte volante, une boîte flottante qu'on va mettre ici. Je fais un rectangle et des coins de rectangle, je vais au point de fuite. Et après, je peux recréer les lignes en parallèle pour avoir ma boîte volante. Finalement, je pourrais aussi avoir une boîte qui flotte peut-être ici, exactement sur ma ligne d'horizon. Et de là, je peux aller au point de fuite. Et après, si vous voulez, je vais faire la boîte, mais je vais voir seulement l'avant et les côtés de ma boîte. C'est important toujours de repasser sur les lignes finales pour ne pas les confondre avec la ligne de construction. Pour la perspective à un point de fuite, c'est important de savoir que les lignes verticales de toutes les dessins de cette construction perspective, toutes, même si j'ai la septembre ici, toutes sont parallèles. Okay? Une manière de savoir, c'est que toutes les lignes doivent être parallèles. Et les lignes horizontales aussi sont tous parallèles. Si j'ai, par exemple, je vais commencer avec une boîte ici, mais je fais une ligne qui n'est pas très directe, je vais savoir que ce n'est pas un rectangle en perspective, parce que cette ligne et cette ligne, cette ligne et cette ligne ne sont pas parallèles. Okay? Donc, ça,
quand je projette, ça va faire pas de sens quand même. Si je veux refaire cette ligne ici, si je fais ça, la ligne n'est pas parallèle. Donc, on va avoir des erreurs si on ne dessine pas des lignes parallèles, même pour les verticales, ça va faire pas de sens et ça va nous donner une mauvaise boîte. Donc, c'est important de savoir, perspective en point de fuite, verticale et horizontale, toujours parallèle, toujours verticale, toujours horizontale. Ça va. Donc, c'est la perspective à un point de fuite. Pour les deux points de fuite, c'est un peu même chose, mais différente. Dans ce cas, on pourrait dessiner notre ligne d'horizon, OK? Et on a les points de fuite à côté, OK? Donc, dans ce cas, notre boîte, au lieu de la perspective en point de fuite, qui est toujours demande qu'un côté de la boîte soit 100% en face à nous, c'est comme si je prends je n'ai pas quelque chose cubique, mais comme si j'avais cet élément, mais cette boîte, c'est toujours en phase. Donc, je peux le bouger un peu ici, ou ici, ou ici, ou ici, mais c'est toujours en face de nous. Mais quelquefois, on veut voir les objets dans ce vue comme ça. OK? C'est un peu tourné. Donc, dans ce cas, je pourrais faire une boîte. Je vais commencer avec une ligne verticale. OK? Cette ligne verticale va aller au point de fuite. Moi, je peux essayer la ligne, je la lance. Je peux essayer la ligne, je la lance. OK? Donc, je peux avoir dans ce cas un rectangle en perspective. Et regardez, ces deux lignes ne sont plus parallèles parce qu'ils sont une convergence qui vont au point de fuite. En fait, ça c'est un peu pas super précis, mais sont toujours verticales et ces deux lignes vont converger. OK? Donc, c'est mon rectangle, mais je vais le faire en volume. Donc, ici, je vais le projeter ici. Ici, je vais le projeter là-bas. Et donc, je vais choisir un autre espace où je veux lever ma ligne qui est important que ces lignes ici, ces lignes ici, ces lignes ici, les lignes que je vais avoir comme résultat soient toutes parallèles. Donc ici, je peux fermer mon truc. Après, c'est le moment d'aller de ces deux points à l'autre point de fuite. OK, donc, on y va. On y va. Vous allez faire un exercice de création de grilles de perspective à vos instruments pendant que vous devenez bon pour faire ce type de ligne. Et regardez comment vertical, 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 convergence, 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 convergence. Le même niveau de convergence, après on peut dire, OK, voici la bonne ligne, la ligne qui est en avant, qui est plus visible que les lignes de construction qui disparaissent à l'extérieur. OK, disparaissent à l'extérieur. Exemple d'une mauvaise boîte en perspective en deux poids de fuite, je fais ici en vertical, je vais d'ici au point de fuite. On peut avoir des erreurs si je fais un arc, okay, parce que j'utilise dans ce cas mon code pour faire ce mouvement. Donc, c'est dès l'épaule qui vient les mouvements. Okay. Et d'ici, si je fais la ligne suivante en diagonale au lieu d'un vertical, je vais avoir des problèmes. Donc, si je fais ça et je fais la projection, okay, ça ne va pas marcher. On regarde quand ici cette ligne ne marche pas, donc on a une boîte qui est toute croche, qui dit non. Et on ne veut pas ça. Donc, le truc, c'est de maintenir toujours ça vertical. Et une autre chose qui peut être une erreur, c'est si je, par exemple, je veux dessiner une boîte ici et j'envoie ça, mais l'autre, ça va par une autre direction. Ça ne converge pas au même niveau. Ici, peut-être. Regardez, j'ai déjà pour sur ligne guide, donc peut-être que c'est pas ça que je reviens ici toujours. Je vais faire ça. Donc, c'est
ces côtés de la boîte marchent bien, mais quand j'ai projet, j'ai dit ici, OK, ici on va venir, et à cette autre ligne, parce que cette ligne ne converge pas, ça ne va pas marcher. OK? Donc, il faut toujours s'assurer que les lignes vont bien au point de fuite pour pouvoir faire une bonne boîte dans l'espace. OK? Notre chose à penser, c'est que quand on est en perspective du point de fuite, ici on a le point ici, mais vraiment la zone utilisable pour dessiner, c'est un peu comme ça. Si je fais une boîte, une grande boîte ici par exemple, si je vais là-bas et je vais ici, je vais avoir un grand changement de cette ligne à cette ligne-ci qui me force, oui, ça peut exister, mais on commence à avoir des distorsions. Ça devient très, très difficile à lire. Oui, je vais accentuer ici les lignes. On va aller là-bas, presque horizontal. On va aller là-bas et on va donc, c'est possible, mais ça commence à être avec des fonds qui ne sont pas rectangulaires, ce sont des trapèzes très agressifs. Et donc, ce n'est pas une bonne idée de dessiner des choses ici. Donc, toujours, on a les points de fuite dans la page. Il faut dessiner l'élément plus ou moins au centre. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on a une page qui est petite ou qui est comme ça? Il faut qu'on imagine que ces deux points de fuite existent à l'extérieur de nos pages. OK? Donc, par exemple, si ici, on va être écologique, on va réutiliser. Si ici, je voulais commencer avec une boîte, je peux faire une ligne horizontale. Je peux choisir une convergence. Je peux faire la même chose de l'autre côté. Et si je fais ces deux lignes continuées, je vais avoir un point de fuite, peut-être qu'ici, pour faire les deux lignes comme ça. Donc, je peux mettre un masking tape avec les règles pour le faire. Et, et de ce côté-là, en rappelant que toujours les lignes verticales sont parallèles, je pourrais créer mon ligne suivante ou, considérant le point qui est ici visiblement, ou je fais une ligne et je calcule visuellement, mais ça prend du temps à bien le faire, que ces quatre lignes vont avec une convergence logique avec les autres. Non? Par exemple, si je fais ça ici, ça ne marche pas parce que ces lignes vont comme ça et cette ligne va totalement à un autre côté. Donc, on a une ligne qui va au point de fuite, on a une autre ligne qui va au point de fuite et on a une autre ligne qui va au point de fuite. Et donc, ça va nous aider à, à créer notre forme d'une meilleure manière. OK? Donc, on va faire un exercice pour vous permettre d'avoir des grilles de perspectives qui vous aident à travailler un peu plus rapidement. D'autres choses qu'on va faire ici, un plus en petit. Donc, on a vu ce qui passe quand on a deux points de fuite. On a notre ligne d'horizon et on a notre boîte, par exemple, qui est ici. Et on va aller ici et on peut créer notre boîte qui vont au point de fuite. Et on a notre boîte ici. C'est pas super précis, mais regardez les résultats que ça nous donne. C'est une petite boîte où on regarde un peu de l'avant, un peu de ce côté, un peu de ce côté. Ici et ici, c'est plus ou moins 55%. OK? Donc, qu'est-ce qu'il passe si je fais une autre construction où, au lieu de dessiner au centre, par exemple, je dessine plus proche d'un point de fuite que de l'autre. Donc, ça va nous donner une boîte où je veux plus un côté que l'autre qui a une convergence un peu plus agressive, ce qui nous donne un vue un peu plus dynamique de notre boîte parce qu'on varie
les positions des deux. OK? Ici, c'est 50-50, c'est-à-dire que c'est comme 60-40 et on peut exagérer de plus. Aussi, si je change ma perspective et je fais mon cœur un peu plus en bas, je vais pouvoir regarder vertical, parallèle. On va prendre des fuites. On va ici, on descend vertical, on descend là. Et j'ai un vœu où le top, c'est plus dominant. Pourquoi? Parce qu'ici, ma ligne d'horizon, c'est plus haute qu'ici, la ligne d'horizon, qu'ici, ou que si je fais une ligne d'horizon et je fais une boîte ici, je vais voir seulement le côté des boîtes, mais pas les hauts ou l'avant. Okay? C'est l'explication plus ou moins rapide de tout ça. Donc, ça, c'est le principe de la perspective à deux points de fuite. Mais on discutait, quand on parlait de perspective, que les choses qu'on va dessiner deviennent les plus petites, les plus loin qu'ils sont ou les plus proches qu'ils sont au point de fuite. La même chose va passer ici. Si je fais cette boîte ici et je décide de faire une autre boîte ici au fond, et je vais faire une boîte qui est plus loin de moi et donc plus petite que cette boîte. Donc, en effet, c'est bon de faire un cube dans l'espace, mais on va dessiner plus que cube dans notre vie de designer industriel. Donc, il faut qu'on apprenne à multiplier des rectangles dans l'espace pour savoir comment faire une bonne proportion. Ici, par exemple, je peux commencer un vœu orthogonal qu'on appelle. Okay? Donc, un curve, un vœu orthogonal, c'est simplement un carré. Okay? Donc, je vais faire un carré. Regardez comment je dessine avec des lignes très claires pour décider où est le bon carré. Si ce n'est pas un carré, c'est un rectangle, je pourrais corriger, mais ça va. Okay? On a notre carré ici. Okay? Donc, je peux trouver le centre du carré si je joins les deux coins ici, et si je joins les deux coins ici. Ça, c'est le centre de mon carré. Okay? Donc, si je peux étendre ces deux lignes et je peux étendre la ligne où la moitié de mon carré va exister, je peux multiplier exactement le même carré si je commence ici en passant par ici. Okay? 1, 2, je peux le faire avec une règle, je peux le faire à m'enlever. Ça tombe ici. Okay? Et je peux lever. Okay? Donc, on a deux carrés et on a étendu la ligne, mais je pourrais aussi trouver la X, trouver ça. Et si je multiplie ici, je peux avoir un troisième carré qui est identique au carré intérieur en dimension. En plan, c'est facile parce qu'on pourrait aussi dire, OK, ici sont, je ne sais pas, 5 cm, je réplique 5 cm, 5 cm. Mais à la perspective, on n'a pas de dimension réelle. Donc, ce qu'il faudra savoir et comprendre, c'est que si je ces carrés en perspective, par exemple, si je fais ma ligne, on imagine que mon point de fuite, c'est quelque part par là. En fait, ça c'est pendant que l'autre point de fuite, ça va être là. Okay. Donc, je vais dessiner un carré. Okay. Ici, c'est un peu mince, mais ici, je un carré en perspective. Ce n'est pas non plus un vœu orthogonal, c'est un carré ici que j'ai défini. Mais je veux créer quelque chose qui a 3 carrés de profondeur, 2 carrés et demi. Okay? Donc, je vais faire le même processus.
des coins à coins, je connecte, des coins à coins, je connecte. Et après, il faut que j'aille au point de fuite. Okay? Ce n'est pas exactement. Donc, vous utilisez votre jugement, ça va être toujours la moitié de cette ligne. Donc peut-être que c'est ici. Okay? Et donc, d'ici, ici, je veux projeter et je peux lever une autre ligne verticale parallèle à mes lignes ici. Si j'ai une ligne inclinée, ça commence à tout se crocher. Okay? Donc, j'ai ma ligne où je peux dire, OK, je vais quand même projeter. Et j'ai, par exemple, ici, mes trois rectangles en perspective qui se font plus petits avec tout ce que je fais. Et si j'ai vu 2,5, je sais comment trouver la moitié de mon curve. Donc, ici, je peux faire un rectangle qui est composé de 2,5 carrés ici. Et je pourrais faire la même en haut. Par exemple, si je veux, je peux, je ne sais pas, projeter ces deux lignes. Et si je trouve le centre de mon curve, je peux lever une ligne parallèle et deux coins par l'intersection. Je vais avoir une autre multiplication pour faire ma forme de 2,5 par 2 de haut. OK? Et ça pourrait être un cube. Si je veux, je fais un carré, mais si c'est un cube et demi, je pourrais quand même aller des coins à coin, trouver le centre et lever. OK? Ici, c'est deux curves avec les raccourcis qui se multiplient, se font plus petites. Les lignes se font plus gros chaque fois. Et si je veux la moitié, je peux lever. OK? C'est le centre. Et ici, on peut voir que j'ai un corps géométrique qui a, comment on va converger ici, ici. Ici, on est presque dans la ligne d'horizon. Une forme géométrique qui est un peu comme ça. On peut voir si la convergence marche. C'est un peu exagéré. Okay? Mais j'ai fait un volume qui a ce type de proportion. Okay? Donc, rappelez-vous, trouvez le centre de votre forme, projetez à la perspective et de la pointe à l'intersection. Et après, on lève pour créer les proportions. OK? Donc, avec ce processus, on va pouvoir créer de différentes formes avec la proportion qu'on veut. Mais si on les regarde ici, c'est comme simplement un bloc. C'est pas très joli. Et je peux les modifier et faire plusieurs choses. Donc, je vais utiliser ces côtés-là pour simplement répéter et peut-être je vais les redessiner. Et donc, on a notre forme. Oups. La transparence pour savoir que tout est bon. Ça va par là, ça va par là. Dessiner comme ça, de l'autre côté, c'est une bonne manière de un peu résoudre quelques problèmes des perspectives. Vous savez, toujours quand on a bloqué les dessins. Donc, si vous voyez ici, on a une forme géométrique qu'on a créée dans l'exercice antérieur, mais sans aucune ligne de construction. Non, mais si on a fait ça serait
pas là, et pas là. Mais je veux intervenir cette forme pour la couper. Et avant de faire ça, c'est important qu'on comprenne qu'on peut avoir une ligne qui nous montre des bords des choses, mais peut aussi avoir des lignes descriptives. Par exemple, ici, je pourrais faire une ligne qui coupe. En fait, je vais trouver le centre pour le faire plus précis. Qui coupe cette forme en deux et ça va continuer si on a la transparence, ça va continuer à l'arrière, ça va descendre et ça va revenir ici. Okay? C'est comme si on coupait notre élément ici. Mais je peux encore modifier des choses. Par exemple, je peux dire, OK, qu'est-ce qu'il passe ici? Je décide d'enlever, j'ai projeté ce doigt à la perspective pour couper une forme ici. On descend. OK? Donc, notre ligne descriptive, qu'on va appeler la ligne topologique, ça va changer aussi. Et ça va nous aider à décrire la forme. OK? Donc, on a fait une petite modification ici. On a coupé le coin. OK? Je peux aussi potentiellement dire, OK, ici, je veux en fait enlever partie de ce volume à la moitié. Donc, je peux calculer. C'est pas que ce soit toujours à la moitié, mais dans ce cas, on l'a fait. Parce que je comprends la transparence, je sais que je peux étendre cette ligne et créer mon élément ici. Okay? Donc, j'ai coupé un autre élément qu'ici, je pourrais aussi, OK, je veux faire, je suis comme un peu en train de faire une sculpture abstracte de la forme qui devient un peu plus riche. Et si vous voyez, je pourrais aussi décrire la forme ici avec une ligne topologique qui passe pour la moitié, qu'après ça revient ici et qu'ici, elle descend. Et je commence à décrire la forme avec mes différents outils. Je peux imaginer, OK, peut-être qu'ici, c'est comme si c'était une petite table. Donc, je peux projeter une ligne ici, je peux projeter une ligne ici, et je vais les donner des pattes. Donc, peut-être qu'ici va être le final. Si vous voyez ici, j'ai ces points, je peux les calculer visuellement ou comme on sait comment faire la multiplication, je peux faire un petit rectangle ici, trouver les centres, projeter deux coins ici. Et donc, je peux monter et on a un peu l'autre côté. Et comme j'ai découvert ici, je peux aller à la perspective de ce côté-là et je commence à créer des choses intéressantes avec mes formes. C'est important que je décide quelles vont être les lignes les plus importantes de mon dessin. OK? Il faut que je décrive ici. Peut-être que je veux faire un trou ici. OK? Rappel, toutes les lignes doivent converger au même rythme pour les points de fuite. Je vais faire un trou ici. Et cette trou, peut-être que ça va aller aussi à la perspective. Donc, je peux projeter. Ici, on est presque dans la ligne d'horizon, donc on ne voit pas. Et si on voit la ligne topologique ici, aujourd'hui, il va décrire, ça va rentrer. Non? Ça vient ici, ça vient ici. D'ici, je pourrais dire, OK, je peux couper d'ici. Peut-être des choses intéressantes, mais je ne veux pas couper ici, je veux aller de ce point à ce point. Donc, je peux modifier mon élément pour faire des éléments intéressants ici. Et si je veux, je peux dire, OK, je pourrais les couper ici avec une forme.
et potentiellement faire ressortir. Ok, je vais faire ça, je vais faire ça. Et potentiellement, je veux faire cette forme ressortir, donc je peux la projeter à la perspective, peut avoir une autre petite forme qui ressort, qu'après je peux couper, je peux faire des choses. Donc, en ce moment, un des exercices en cours va être de jouer avec une forme comme ça. Oups, ici, ça ne marche pas, c'est pas à la perspective. Et on a une forme intéressante qui est venue, premièrement, de la multiplication de rectangles, la proportion et l'intervention de ces côtés. Okay? Donc, on a une technique aussi de l'ombrage qu'on va pratiquer maintenant. Et on va utiliser les lignes diagonales. Et pour ça, c'est la technique de hachuré. La technique de hachuré, c'est simplement la création de lignes diagonales pour remplir un espace, okay, et les séparer visuellement de notre. Il y a différentes manières de le faire. Dans les arts plastiques, quelquefois, on a deux hachurés aussi qui va comme une petite. Il y en a qui sont croisés. En dessin industriel, presque toujours, c'est une ligne diagonale seulement, pas de l'autre sens. Par exemple, si on a, la dernière fois, on a fait nos cylindres. Et on a un cylindre et on avait vu qu'il y avait une zone ombrée de cylindre. Ici, on peut simplement la montrer et la hachurer, faire l'hachurage. Et après, mettre les poids de ligne. Et on a un cylindre qui a un peu d'ombre, que ça nous aide à voir. On pourrait dire, OK, peut-être que je peux émuler aussi. De l'autre côté, je vais essayer de maintenir toujours le même angle. Et on peut voir un peu de volume avec ça seulement. Donc, maintenant, on est dans les volumes plans, mais je pourrais quand même décider si j'ai une lumière qui vient de ce côté-là, euh, décider quel va être mon A, 2, 3 pour les rendre et décider quel est le 3. Et par exemple, dans ce cas, je veux simplement assurer les côtés numéro 3 parce que ça m'aide à différencier des surfaces différentes. OK? Donc, je vais faire ça ici aussi. Et je veux un peu plus les volumes. Ici, bien sûr, on va les faire. Et un peu être très détaillé. Et il y a des sketchs avec l'assurage qui sont vraiment beaux. Euh, ici, ça va. Vous pourriez aussi ajouter le assurage à toute forme géométrique. Non, on a un peu d'assurage. Je pourrais l'ajouter plus intensément du côté numéro 3, moins basiquement de l'autre côté, et on a un peu de d'ombrage rapide et économique parce que le stylo ou les crayons sont toujours bons. Donc, bonne chance avec l'exercice et avec votre devoir.